Mesdames, Messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre qui vous parle en direct de nos studios de la Grande Allée à Québec. Mais je dis la Grande Allée, mais on est quand même dans 13 stations FM à la grandeur du Québec. Je vous parle de notre quotidienne, l'agriculture de demain. Je suis accompagné aujourd'hui de notre habitué, mon co-animateur, M. Simon Bégin. M. Bégin, bonjour. Bonjour, Sébastien. Et également, aujourd'hui, nous avons avec nous M. Guy Debailleul et notre invité, Joël Pelletier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors oui, bonjour M. Pelletier, merci d'être avec nous. Pour vous situer, M. Pelletier, vous êtes le président de l'Union québécoise des micro-distilleries et copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski. Alors aujourd'hui, on va essayer de raconter la belle histoire des micro-distilleries au Québec. Il suffit de rentrer dans n'importe quelle succursale de la SAC pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose dans les micro-distilleries du Québec, parce qu'on a quand même plusieurs beaux produits portant l'appellation produits du Québec, des gins surtout, mais quand même aussi d'autres variétés dont on pourra parler. Écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais simplement vous dire un mot de votre parcours personnel et de votre entreprise, la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski. Oui, ben merci de l'invitation. Ça me fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ma passion là, sur les spiritueux produits localement. Un petit mot sur le parcours. Moi, je n'étais pas destiné à devenir un chimiste ou un distillateur. Je viens du monde des médias. Donc, j'étais plus près des caméras que de l'alambic. Mais c'est ma passion pour les spiritueux qui m'a mené dans cet univers-là. Donc, j'ai rencontré Jean-François Cloutier, qui est aujourd'hui mon associé, et on a découvert le monde de la microdistillation dans les voyages aux États-Unis. Donc, il y avait déjà là-bas, début 2010, un beau mouvement en naissance de microdistillation qui n'était pas encore arrivé au Québec. Et donc, on s'est mis à faire quelques expérimentations dans le sous-sol de Jean-François. Et là, faut dire que la distillation à la maison, c'est légal, donc la distillation d'alcool. Nous, on distillait des huiles essentielles, juste pour être très certain que tout le monde nous comprend bien. Et donc, on a commencé par quelques expérimentations et on a vu le timing, on a vu qu'il y avait un engouement qui s'en venait au Québec pour les produits de microdistillerie. On a fondé en 2015 la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski. Et on fait partie des distilleries pionnières dans le mouvement de microdistillation au Québec. Écoutez, la distillerie au Québec, c'est une vieille histoire quand même. On voit que dès le régime français, il y a eu quand même des premières distilleries, du rhum surtout. Il y a une histoire liée à tout ça, le régime anglais, les grands mouvements de tempérance du 19e siècle, puis après ça, la prohibition aux États-Unis, qui n'était pas au Québec. Je comprends que lorsqu'il y a eu la prohibition aux États-Unis, ça a permis à certaines grandes fortunes de se bâtir au Québec avec un petit peu de contrebande. Mais là, on arrive à notre temps présent. Pouvez-vous m'expliquer comment est émergé, là, vous nous l'avez dit un petit mot, il y a eu des gens comme vous, des curieux, des passionnés, mais la microdistillerie, il y a comme une explosion actuellement au Québec. Pouvez-vous nous parler du phénomène? Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on a perdu, un peu partout en Amérique, en Occident, on a perdu le savoir-faire de produire des aliments. On a laissé aller notre production alimentaire pendant des décennies à des très grandes corporations et on a perdu un savoir-faire à plusieurs niveaux. Et donc, les spiritueux, le mouvement des spiritueux s'inscrit dans une plus grande tendance qui est celle de la réappropriation de la transformation agroalimentaire. Ça, on a vu ça pour les cidres, on a vu ça pour le vin, pour la bière avec les microbrasseries, dans le fromage, on l'a vu également. Et donc, c'était, je dirais, une suite logique qu'on en arrive éventuellement aux spiritueux. Donc, c'est un peu le mouvement des circuits courts, de l'approvisionnement local qui vient jouer aussi là-dedans, je comprends bien. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Ils veulent savoir d'où proviennent les aliments qu'ils mangent. Ils veulent savoir idéalement qui le produit également. Et donc, le mouvement des microdistilleries s'inscrit là-dedans. C'est la suite de tous les autres mouvements qu'il y a eu précédemment. Si ça a pris autant de temps à s'installer au Québec, il y a des effets de mode, bien sûr, mais il y a aussi les règlements en place qui sont, je dirais, plutôt défavorables au commerce des spiritueux avec le rôle de monopolistique de la SAQ au Québec. Mais le réel intérêt pour les spiritueux est venu avec les cocktails. Donc, les gens se sont réintéressés à la mixologie, au cocktail, et donc, les gens voulaient avoir des ingrédients locaux
pour faire leur cocktail. Et donc, c'est un peu il y a comme deux univers qui sont croisés. Réappropriation de transformation alimentaire, l'univers des cocktails. Et donc, on en arrive au début des années 2010 avec un engouement pour les gins, pour les whiskies produits localement. D'accord. Pouvez-vous nous décrire un petit peu de quoi on parle? Combien d'entreprises? Combien de produits? Les volumes? Comment ça se répartit sur le territoire? Ben, c'est une ascension, je dirais, assez incroyable. L'évolution du nombre de microdistilleries en opération au Québec. On est passé de 2, 3 en 2012-2013 à aujourd'hui plus de 65 microdistilleries qui ont un permis industriel. S'ajoute à ça des vignerons ou des producteurs artisans qui ont maintenant la possibilité de distiller. Donc, on passe le cap des 70 distilleries au Québec en l'espace d'une dizaine d'années. C'était quand même incroyable de passer d'une poignée à 70. Ça apporte toutes sortes de défis, notamment je dirais un besoin de changer la réglementation en place, qui est clairement déficiente actuellement. Donc ça, c'est la première des choses, le nombre de distilleries en explosion, et donc ainsi le nombre de produits commercialisés en explosion également. On est rendu à plus de 500 produits québécois commercialisés, des produits microdistilleries. Et là-dedans, il y a toutes sortes de produits. Il y a des produits qui sont simplement embouteillés, donc des alcools qui sont produits ailleurs. Il y a des produits qui sont transformés, des macérations qui sont embouteillées. Et ensuite, il y a des produits qui sont 100% Québec, qui sont issus d'une fermentation de matières agricoles québécoises. Donc, là, après ça, il faut démêler tout ce portrait-là. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler c'est assez réparti sur le territoire. Vous êtes à Rimouski, je sais qu'il y en a qui sont en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean. Il y a quand même une bonne répartition, d'après ce que je vois sur le territoire. Ah oui, il y a une répartition dans presque toutes les régions administratives du Québec, excepté le nord du Québec. Et il y a une répartition aussi entre des endroits, des régions plus urbaines et des endroits des régions plus rurales. Mais par exemple, au Bas-Saint-Laurent, on est rendu 5 microdistilleries. Il y en a 4 en Gaspésie. Il y en a plusieurs en Montérégie, Capitale-Nationale. Écoutez, il y en a maintenant partout au Québec. Maintenant, il doit y avoir la toute petite microdistillerie et des entreprises qui se rapprochent plus à une PME. Comme chez vous, de quoi parle-t-on? Chez vous, vous avez des employés, vous avez un bon volume? Bon, on est parti à 2 dans un sous-sol, et maintenant on est rendu une douzaine d'employés quand même. Et maintenant s'ajoute à ça, durant l'été, une vingtaine d'employés pour le service, parce qu'on a maintenant un bar et des activités de boutique qui visitent pour l'été. Mais le cœur de nos opérations, c'est environ une douzaine de personnes. OK, alors, Gou, je vous laisse la parole. Si on s'intéresse à la répartition entre la production locale, entre ce qui est importé du reste du Canada et ce qui est importé d'ailleurs en dehors du Canada, est-ce que cette nouvelle activité commence à peser dans les chiffres? C'est absolument. On marque une croissance assez importante probablement de la consommation de spiritueux au Québec. Donc, entre 2010 et 2021, le Québec a enregistré une croissance de vente de spiritueux de 39%. C'est énorme. Et bon, il y a un intérêt pour les spiritueux, donc pas seulement pour les spiritueux du Québec, mais les spiritueux du Québec, clairement, on font partie de cette croissance. Quand on parle qu'il y avait presque aucune distillerie, maintenant plus de 60, c'est énorme, la croissance. Oui, en quelque sorte, on pourrait dire que l'engouement pour les spiritueux a soutenu l'industrie de la distillerie, mais le fait que cette distillerie se développe a aussi alimenté un certain engouement. Absolument. Les gens sont souvent à la recherche de nouveautés. Hein. Puis il y a des effets de mode, les modes viennent, partent, puis c'est une roue qui tourne comme ça. Puis les gens, quand c'est arrivé, il y avait un réel engouement pour ce nouveau créneau-là. Mais quand on regarde les rayons dans les SAQ, on a l'impression que les gins occupent une place très importante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Est-ce qu'il y a une relative facilité, soit en termes de processus, soit en termes d'accès à la matière première?
C'est un mélange de plusieurs facteurs. Premièrement, le gin est un spiritueux qui est très populaire au Québec. Quand on a commencé à produire du gin ici à la distillerie du Saint-Laurent, les gens nous parlaient que leur grand-père consommait la fameuse bouteille verte en cercueil de Québec. Oui. Donc, il y avait quand même c'était quand même inscrit quelque part dans notre tradition culinaire. Il y a eu un renouveau partout dans le monde au niveau du gin, mais l'élément principal, pourquoi il y a autant de gin sur les tablettes, c'est que le gin ne nécessite pas de vieillissement en barrique, comparativement à d'autres spiritueux comme le whisky, comme le rhum. Et donc, pour une distillerie qui commence, ça permet de produire un spiritueux qui, immédiatement, peut être commercialisé, contrairement à du whisky qui peut prendre au minimum 3 ans de vieillissement. C'est une des raisons. Et puis, évidemment, quand on parle de whisky, quand on parle de gin, on parle de céréales, mais est-ce qu'il y a aussi un développement de spiritueux à partir d'autres sources de matières premières, à partir de fruits, etc. Vous-même, vous êtes intéressé, je crois savoir, par l'érable. Alors, est-ce qu'il y a une diversification aussi sur ce plan-là? Oui, absolument. Quand on parle d'alcool, on parle nécessairement de sucre. Donc, l'alcool provient, tous les alcools ont ça en commun, donc tous les alcools proviennent d'une base agricole fermentée. Donc, les levures vont transformer un sucre en alcool, créer des saveurs en même temps. Et donc, historiquement, les distillateurs s'approvisionnent du sucre le moins cher disponible. Donc, en Amérique du Nord, on parle principalement de céréales, notamment, on parle de maïs. Alors qu'en Europe, on va parler de betterave. À d'autres endroits, on va parler d'autres types de production agricole. On peut penser à la grappa en Italie qui fait avec du raisin, le cognac en France, etc. Les pommes dans le Calvados. La gave au Mexique, on peut en parler longtemps. Il y a un lien qui est à faire. Donc, au Canada, l'alcool de base le plus disponible est celui de maïs, le moins cher également. Donc, la majorité des gins sont produits à partir d'une base neutre de maïs. Ensuite de ça, la première micro-distillerie au Québec, Michel Jourdouin, qui est à la base un verger, puis donc il fait du cidre, et ensuite, depuis 99, il fait des eaux de vie de pommes. Donc, quand on parle de matière première, la sienne, c'est la pomme, qu'il transforme en spiritueux. Dans notre cas, à nous, c'est le whisky. On produit du whisky en utilisant uniquement les céréales du Québec, en grande partie les céréales du Bas-Saint-Laurent, mais on s'intéresse aussi à l'acérum, qui est une eau de vie d'érable, donc 100% faite à partir de sirop d'érable du Québec. Donc, vous voyez que pommes, érable, céréales, toutes les avenues sont bonnes pour faire les spiritueux. Écoutez, M. Pelletier, le temps passe vite. On arrive déjà à la pause. Au retour, j'aimerais qu'on aborde la question des fameux permis. Les permis industriels, permis artisanal, et tout l'enjeu aussi de la difficile relation avec la Société des alcools du Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Alors, nous sommes de retour à l'émission L'Agriculture de demain avec aujourd'hui notre invité, M. Joël Pelletier, président de l'Union québécoise des micro-distilleries et copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski, pour parler de la belle histoire des micro-distilleries. Mais c'est une belle histoire, oui, mais elle a des côtés, je dirais pas sombres, mais des problématiques. Vous l'avez abordé un peu tout à l'heure. Il y a entre autres, la question des 2 types de permis décernés par le gouvernement du Québec, le permis industriel et le permis artisanal. Pouvez-vous nous déballer un peu tout ça? Oui, donc le permis industriel est celui qui existait depuis déjà plusieurs années, alors que le permis artisanal est assez récent. On parle d'un permis qui a été créé en 2016. Et en fait, c'est un ajout d'activité de distillation qui a été donc ajouté au permis de producteurs d'alcool artisanal qui cultivent leur matière première. Donc, c'est un ajout de licence à des permis qui existaient déjà. Donc, des permis pour le cidre, pour le vin, l'hydromel, les produits d'alcool à base d'érable également. Et donc, ce permis-là, cet ajout de permis de distillation leur permet de vendre sur place sans avoir à payer une majoration à la SAQ. Donc, ils peuvent vendre sur place leurs produits sans avoir la même chose pour le vin que pour le cidre et pour la bière. Alors que pour le permis industriel, là, on est vraiment lié au niveau de la commercialisation au Québec avec la SAQ. Par contre, le permis industriel ne veut pas dire qu'il n'y a pas un processus artisanal au niveau au sein des entreprises. On parle, le nom du permis industriel peut être un petit peu, je dirais, réducteur parce que il y a plusieurs distilleries industrielles qui utilisent la matière première agricole pour faire leur spiritueux et même qui la cultivent dans certains cas. Il faut préciser que le grain, les céréales, les patates et même le petit lait, donc le lactosérum, ne sont pas permis ne sont pas permis dans le permis artisanal. Donc, une distillerie qui est propriétaire de son champ de patates ou de céréales, qui veut faire du whisky, par exemple, ne pourrait pas produire sous permis artisan. Il doit absolument être dans le permis industriel, même s'il récolte sa matière première. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention on regarde le nom des permis. Il faut aller voir un petit peu plus loin quelle matière première est réellement utilisée. Comme vous, dans votre cas, vous avez un permis industriel, si je ne me trompe pas? C'est ça. Donc, distillerie du Saint-Laurent, on n'a pas un permis industriel. Vous faites un alcool à partir de céréales du Bas-Saint-Laurent en même temps? Oui. Notre whisky est fait à partir de céréales uniquement du Québec et en très grande partie du Bas-Saint-Laurent. Donc, tout l'orge maltais provient du Témiscouata, le seigle provient du Kamouraska, le maïs de la Montérégie. Notre acérum, par exemple, c'est un alcool d'érable qui provient uniquement de sirop d'érable de la région de Rimouski. Par contre, on opère sur un modèle hybride, donc notre gin est fait à partir d'un alcool neutre qu'on ne distille pas nous-mêmes. C'est un alcool canadien qu'on achète parce qu'on n'a pas les équipements pour le faire. Et c'est une réalité, on va dire, c'est une question financière. On a décidé de ne pas faire nous-mêmes notre base d'alcool neutre, de gin, pour pouvoir développer des alcools 100% Québec, sans compromis. D'accord. Donc, vous voyez que le contexte québécois ne permet pas de produire à petit volume des alcools, on va dire 100% Québec, sans... puis atteindre une rentabilité. Il faut opérer sur un modèle de grand volume au Québec avec la SAQ. D'accord. Alors, justement, je vais laisser Guy continuer. Je vais laisser Guy continuer avec cette enjeu-là des relations avec la SAC qui semble assez compliquée. Oui, est-ce que, effectivement, quel est votre statut par rapport à la SAC? Quel est le statut de vos produits selon la façon dont vous les produisez et dont vous voulez les mettre en marché? C'est une relation qui est très difficile parce que c'est une relation de dépendance. On est obligé, les distilleries sous permis industriel, on est obligé de le transiger par la SAQ pour commercialiser au Québec. Et aussitôt qu'on parle d'un monopole, ça a des bons côtés et des moins bons côtés. Le bon côté, c'est qu'on a un accès à l'ensemble du marché québécois. Et la SAQ excelle dans la commercialisation des spiritueux et des vins aussi à la grandeur du Québec. Quand on passe les portes d'une SAQ, il y a une gamme complète de produits et ça, c'est très bien pour les consommateurs québécois. Par contre, pour un producteur, ça nous lie avec un seul joueur et un seul joueur qui est intimement lié aussi au gouvernement. Et donc,
selon les directives du ministère des Finances, qui est l'actionnaire de la SAQ, eh bien, la SAQ opère dans une direction ou dans une autre. Et le principal rôle de la SAQ, c'est de générer un maximum de revenus pour son actionnaire, qui est le gouvernement du Québec. Donc, tant aussi longtemps que les spiritueux vont être liés à la SAQ, il va y avoir un désir de soutirer un maximum de financement de cette industrie-là, jusqu'à l'étouffer, finalement. Et c'est ça le principal problème, c'est que les distilleries ont toute la volonté d'utiliser un maximum de produits agricoles québécois, de matières premières agricoles québécoises. Mais le modèle actuel fait en sorte qu'on doit opérer sous un modèle de volume pour satisfaire les exigences du ministère des Finances de soutirer un maximum de financement de cette industrie-là. Et donc, c'est, je dirais, ce qui nous limite dans notre développement actuellement. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a une contradiction de la part du gouvernement en tant que gouvernement et même du côté du ministère des Finances, puisque évidemment on est intéressé à aller chercher le plus de ressources financières possible à partir de ce produit, mais on sait qu'il peut être aussi l'occasion de développer des activités agricoles à l'échelle régionale, donc c'est un facteur de développement économique dont on a l'impression qu'il ne rentre pas beaucoup en considération dans les calculs du ministère ou dans les comportements du ministère. Est-ce qu'il y a aussi des arguments qui tiennent aux ententes internationales en matière de commercialisation? Je vous proposerais de revenir au sujet des ententes commerciales juste après, parce que c'est une question en soi. Mais au niveau du désir du gouvernement de développer cette industrie-là de la distillation, je vous dirais que il y a d'un côté le ministère de l'Économie qui démontre sa volonté de nous accompagner, de développer l'industrie. Donc, le ministère de l'Économie a cette volonté-là. On peut dire qu'il met du gaz sur le feu. Et de l'autre côté, il y a le ministère des Finances qui vient étouffer toutes sortes de développements de l'industrie en mettant une couverture pour être certain que tout est bien maîtrisé, bien étouffé, en venant soutirer un maximum chaque sou qu'une distillerie réussit à réaliser dans son année. Et le MAPAC, est-ce que le MAPAC a un rôle à jouer quelque part dans ça, le ministère de l'Agriculture? Très peu. Le dossier des alcools n'est pas sous le MAPAC, mais bien sous le ministère de l'Économie et du ministère des Finances. Donc, le MAPAC n'a pas son mot à dire là-dedans. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, M. Pelletier, de la part du gouvernement, que ça devienne... Ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas besoin d'aide, on a besoin d'air. On demande pas de subventions, on demande pas d'aide supplémentaire. On sait que les gouvernements aiment bien sortir le gros chèque avant les élections pour venir un peu gonfler leur base électorale, on comprend ça, mais c'est pas ça qu'on a besoin. On génère déjà un engouement, on génère déjà des ventes, les gens aiment nos produits. Ce qu'on demande, c'est l'équité avec les autres producteurs d'alcool au Québec. C'est aussi simple que ça. Les vignerons, les brasseurs, les cidriculteurs, lorsqu'ils vendent sur place, il n'y a pas un distributeur fantôme qui vient piger dans leur poche. Et ça, c'est comme ça dans tous les autres secteurs d'activité. Lorsqu'un maraîcher vend une carotte dans sa ferme, est-ce que IGA ou Métro vient chercher une cote sur cette carotte-là vendue? Non. Eh bien, nous, c'est aussi simple que ça. On ne demande pas plus que de se faire se faire laisser un peu d'air. Mais les vignerons ont eu à mener la même bataille d'une certaine façon. Ben oui, tout à fait. Sauf que les vignerons ont la possibilité de vendre ailleurs qu'à par la SAQ. Ils peuvent vendre sur place maintenant sans majoration. Ils peuvent vendre aussi dans les épiceries, dans les différents détaillants alimentaires. Bon, il y a des enjeux. Il y a eu l'histoire de l'Australie qui est venue mettre un peu ils ont leurs enjeux. Tous les alcools ont leurs enjeux. Là. Par contre, les spiritueux accusent un retard épouvantable. Même si on compare les autres provinces canadiennes, le Québec est bon dernier. Puis juste pour finir là-dessus, on sait que la CAQ aime bien se comparer à l'Ontario, aux autres provinces canadiennes. Actuellement, le Québec est bon dernier. Donc, clairement qu'il y a un retard à rattraper à ce niveau. Pour être bien clair, là, M. Pelletier, je comprends que quand vous vendez une bouteille de gin à votre distillerie, la SAQ vient prélever le même pourcentage, je crois que c'est de l'ordre de 50%, que si vous vendiez la même bouteille dans une succursale de la SAQ, alors que la SAQ n'a pas touché du tout au produit, ne l'a pas transporté, ne l'a pas mis en marché. Non. Alors, la bouteille passe d'une porte à une autre. Donc, la bouteille que l'on vend en boutique là, provient de notre entrepôt, passe une porte, arrive sur la tablette, on la vend.
Et malgré tout, on doit verser à la SAQ un montant d'argent qui est assez significatif. Il y a, je dirais, la SAQ nous... il y a une différence de majoration de environ 2,25 $ par bouteille. Donc, environ 6,5% avant taxe qu'ils nous laissent pour commercialiser nous-mêmes nos spiritueux, alors qu'eux n'ont pas eu à payer aucun frais administratif de commercialisation, de transport, entreposage, etc. Donc, la SAQ le confirme, la SAQ envoie, puisqu'elle n'a aucun frais d'exploitation à payer lorsqu'on vend sur place, la SAQ nous confirme qu'elle verse la totalité de la majoration au gouvernement du Québec. Ça signifie que depuis 2018, depuis qu'on a le droit de vendre sur place, le gouvernement québécois fait plus d'argent lorsqu'on vend sur place que lorsqu'on vend dans le réseau de distribution de la SAQ. C'est ce que nous, on appelle une taxe d'achat local, et ça doit cesser immédiatement. D'accord. Écoutez, la mission tire déjà sa fin. Guy, je vous laisserai aller avec peut-être une description de l'impact régional. Qu'est-ce que ça peut faire une microdistillerie dans un petit village? Oui, dans la mesure où si vous diversifiez vos produits, et même quand il s'agit de gin, s'il est produit à partir d'orge régionale, ça n'a pas la même chose, ça n'a pas le même impact que si vous achetez de l'alcool à l'extérieur du Québec, par exemple. Ben absolument. Il y a une volonté de notre industrie d'utiliser un maximum de matières premières locales. Ça, c'est clair. Quand on se parle entre nous, entre distillateurs, c'est ça notre objectif commun. C'est notre raison d'être, c'est ça, offrir des spiritueux faits avec des produits d'ici, par des gens d'ici. Par contre, il y a des compromis que certaines distilleries doivent faire pour en arriver à un modèle où ils utilisent plus d'ingrédients locaux. Puis ça, c'est notre volonté. Le plus d'air qu'on peut nous donner, je dirais le plus de matière agricole d'ici qu'on va utiliser. Et ça, c'est un aspect important. Donc, l'approvisionnement... On est en train de perdre le Zoom parce que, bien sûr, du côté de Rimouski, Joël Pelletier était sur Zoom présentement. Mais du moins, c'est pas mal ce qui tire à la fin de l'émission. Je crois que Joël est de retour parmi nous. Brasserie et les microdistilleries. On vous a perdu quelques instants, M. Pelletier, c'est dommage, c'était très intéressant. Maintenant, écoutez, en terminant, il y a quand même un potentiel énorme qui est en train d'exploiter. Il y a entre autres, je pense que vous avez des projets liés à l'agrotourisme. On parle de la route des spiritueux. Pouvez-vous nous en dire un mot en terminant et peut-être inviter les gens? Je crois qu'il y a des sites que les gens peuvent consulter pour en savoir davantage sur le merveilleux monde des microdistilleries. Juste un instant, excusez-moi, ça a vraiment coupé, là, j'ai manqué un bout. Là, écoutez, je vous invitais à terminant à peut-être nous parler de vos projets d'expansion au niveau des distilleries, entre autres le projet de la route des spiritueux, peut-être donner aussi aux gens, en terminant, comment aller vérifier sur les sites pour en savoir davantage. Oui, c'est une des initiatives qu'on a mis en place, notre association, les distilleries du Québec. C'est de permettre aux amateurs de spiritueux de venir découvrir nos entreprises, de venir en apprendre plus sur la fabrication des spiritueux. Et donc, il y a une carte des distilleries qu'on a créée finalement pour permettre aux gens de reconnaître où sont situées les distilleries. C'est très simple. On tape Distillerie du Québec et sur Internet et on découvre ce site-là avec la carte, toutes les informations pour venir nous rencontrer. Écoutez, c'était très intéressant. On aurait pu en reparler amplement. Et c'est pas dit qu'on vous réinvitera pas pour poursuivre cette discussion sur les grands enjeux. C'est quand même important les batailles que vous menez pour obtenir, comme vous dites, plus d'air pour développer ce beau secteur. Et pour nous, l'Institut Jean Garon, qui croyons beaucoup à la diversification de l'agriculture québécoise, je crois que vous êtes porteur d'un beau projet et on va... Si on peut vous encourager, vous aider, ça nous fera plaisir de le faire. Alors qu'une fois, je vous remercie beaucoup, M. Joël Pelletier, président de l'Union québécoise des microdistilleries et propriétaire de la distillerie du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci.